Saloon de l'Ouest sauvage. Nous sommes habitués à la légende, à la poussière ensoleillée, au duel noble, au sourire du barman derrière le comptoir brillant. Mais il suffit de fermer les yeux, et la romance commence à se fissurer, comme une vieille peinture sur la façade. Derrière elle, un air difficile à respirer, et des histoires que l'on préfère oublier. L'odeur. C'est par elle que commence la véritable histoire de l'Ouest sauvage. Pas ce parfum romantique de whisky et de fumée de cigare que Hollywood nous a généreusement offert. La véritable odeur du saloon de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est l'huile rance dans les mèches des lampes, les corps non lavés des hommes qui n'ont pas vu de savon depuis des semaines, l'urine aigre sur le sol en terre battue dans un coin, où l'on a paresseusement omis de mettre un seau, et par-dessus tout, la lourde, écœurante puanteur de whisky bon marché, diluée avec de l'eau du fleuve le plus proche. C'est ainsi que sentait l'Ouest, romantique. C'est dans un tel air que se jouaient des destins, que des affaires étaient conclues, que des gens périssaient et que des vies se brisaient. Le cinéma a créé une image qui s'est révélée bien plus vivace que la réalité. De belles femmes en robes somptueuses, un barman souriant, polissant des verres avec un torchon blanc immaculé. Des cow-boys nobles s'affrontant dans un duel honorable sur une rue baignée de soleil. Ce mythe s'est enraciné si profondément dans la conscience collective que même aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, les gens s'étonnent sincèrement en découvrant la vérité. Et la vérité était tout autre, dure, sale et impitoyable envers ceux qui s'y retrouvaient enfermés sans droit de sortie. L'Ouest américain a connu une colonisation rapide entre 1860 et 1900. C'était une époque où le chemin de fer se frayait un chemin à travers les prairies, où l'or et l'argent faisaient émerger de la terre des milliers d'hommes désespérés, où les éleveurs conduisaient des troupeaux à travers les vastes plaines pendant des mois. Les villes poussaient littéralement en quelques semaines, d'abord des tentes, puis des baraques en bois, puis quelque chose qui ressemblait vaguement à une civilisation. Et presque toujours, avant l'église et avant l'école, un saloon apparaissait dans une telle ville. Le mot « saloon » vient du français « salon », salle, salon. Ironie du sort, dans la langue française, ce mot portait en lui une connotation d'aristocratisme et d'élégance. Dans les prairies américaines, il signifiait quelque chose de fondamentalement différent. Un saloon typique dans une ville minière ou d'élevage était un long bâtiment en bois avec une fausse façade. Ce silhouette caractéristique, connu de tous grâce au western. La façade était intentionnellement plus haute que le vrai toit, pour paraître plus solide, pour créer l'illusion de présence et d'abondance là où il n'y en avait pas. À l'intérieur, il y a un long comptoir de bar, souvent pas plus qu'une planche brute sur des fûts. Le miroir derrière le bar est un objet de luxe qui coûtait cher et était livré de loin. Quelques tables pour jouer aux cartes, des tabourets en bois ou des caisses de marchandises à la place des chaises. Le sol était recouvert de copeaux de bois, non pas pour le confort, mais pour absorber le sang, le jus de tabac, l'alcool et tout le reste qui y tombait. Les copeaux étaient rarement changés. Dans certains établissements, un piano désaccordé se tenait dans un coin. Le musicien, s'il y en avait un, jouait du matin jusqu'à la fermeture en échange de nourriture et d'un toit. Le whisky était la principale marchandise, mais on pouvait à peine l'appeler véritable whisky. Les propriétaires de saloon diluaient souvent les spiritueux avec de l'eau, et dans les établissements les moins chers, ils ajoutaient du jus de tabac dans le fût pour la couleur, du poivre rouge pour le piquant, et même du venin de serpent. Du moins, c'est ce que dit la légende, que les historiens ne peuvent ni confirmer, ni totalement infirmer. Une autre chose est certaine. L'alcool de mauvaise qualité coûtait des vies aussi souvent que les balles. Les intoxications, la cécité due au méthanol, tout cela faisait partie de la réalité de la frontière. Qui entrait dans le saloon? Presque exclusivement des hommes. Les femmes respectables ne fréquentaient pas de tels lieux. C'était l'un des rares codes sociaux inébranlables de l'époque. Les cow-boys, après des mois de conduite de bétail, les mineurs redescendant des montagnes,
après des semaines de travail épuisant, les arpenteurs, les commerçants, les soldats, les tricheurs aux cartes, les chasseurs de primes, les criminels en fuite et les rêveurs égarés. Tous apportaient dans le saloon une seule chose, de l'argent, qui se révélait souvent être le dernier. Pour beaucoup de ces personnes, le saloon était le seul endroit où l'on pouvait parler à un autre être humain. La solitude du front est une réalité psychologique dont on parle rarement. Des mois dans les prairies, dans les mines, sur les ranchs, en compagnie au mieux de quelques camarades. Pas de journaux, pas de lettres, aucun sentiment qu'il existe un grand monde ailleurs. Le saloon offrait l'illusion de la vie, du bruit, des voix, de la musique, la chaleur de la présence humaine. Il n'est pas surprenant que les gens y dépensent tout ce qu'ils gagnaient. Les jeux de cartes étaient le deuxième pilier de l'économie des saloons. Le poker, le faro, le monte, c'était à ces tables que des fortunes changeaient de main. Le faro, un jeu aujourd'hui presque oublié, était le plus populaire entre 1850 et 1890. Mathématiquement, il offrait aux joueurs des chances presque égales contre la maison. Et c'est pourquoi les joueurs professionnels le préféraient. Presque tous les grands saloons employaient des joueurs de cartes professionnels. Des personnes dont le travail consistait à gagner de l'argent aux dépens des clients. Ce n'était pas un secret. Les gens s'asseyaient quand même pour jouer, car la foi en la chance s'avérait plus forte que l'évidence. L'un des joueurs professionnels les plus connus de l'époque était John Henry Holliday, le célèbre Doc Holliday, devenu une légende du western. Le véritable Holliday était un dentiste de Géorgie qui a déménagé vers l'ouest après avoir été diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie qui avait tué sa mère et qui était incurable pour l'époque. Les jeux de cartes sont devenus pour lui une source de revenus, et l'alcool un moyen d'oublier. Il était vraiment ami avec Wyatt Earp et a effectivement participé à la fusillade à l'enclos Hockey Corral en 1881 à Tombstone, Arizona. Mais l'image romantique du tireur noble avec un sens aigu de la justice est en grande partie une invention. Les historiens le décrivent comme une personne colérique, sujette à la violence, accusée à plusieurs reprises de meurtres, dont certains n'ont jamais été prouvés. La tuberculose l'a emporté en 1887 à l'âge de 36 ans. Pas une balle, mais ses poumons. Maintenant, parlons des femmes. C'est sans doute la partie la plus douloureuse et la plus déformée de l'histoire du saloon. Dans les westerns hollywoodiens, les filles de saloon sont charmantes, libres d'esprit, avec des yeux pétillants. La réalité était impardonnablement éloignée de cette image. Les femmes travaillant dans les saloons se divisaient en plusieurs catégories et leur situation variait considérablement. Les chanteuses et danseuses, les soi-disant « hurdy-gurdy girls », n'étaient formellement pas des prostituées. Leur tâche était d'amuser les hommes, de danser avec eux contre de l'argent, de les inciter à acheter plus d'alcool. Une partie de leurs revenus provenait d'un pourcentage sur l'alcool vendu. C'était un travail épuisant, 12, 14 heures par jour, dans un espace bruyant, enfumé et souvent dangereux, parmi des hommes ivres dont beaucoup n'avaient pas vu de femmes depuis des mois. Refuser de danser ou de boire pouvait entraîner de l'agression. La sécurité n'existait pas toujours et pas partout. Les prostituées occupaient le niveau le plus bas de cette échelle sociale. Leur situation était juridiquement non protégée presque partout. Dans la plupart des petites villes de la frontière, la prostitution n'était pas légalisée, mais n'était pas non plus systématiquement poursuivie. Elle était simplement soumise à des amendes informelles qui se transformaient en paiements réguliers aux autorités locales. Les femmes payaient encore et encore, et cet argent ne leur offrait jamais aucune protection. Beaucoup de ces femmes se sont retrouvées à l'Ouest, non par choix ou par désespoir. Des immigrantes d'Europe et d'Asie, recrutées sous la promesse d'un emploi comme servantes ou couturières. Des jeunes veuves, laissées sans moyen de subsistance après la mort de leur mari. Des filles de familles pauvres, n'ayant nulle part où aller. Des Chinoises, amenées en Californie et au Nevada, souvent par tromperie ou contrainte,
À partir des années 1850, c'était une véritable traite des êtres humains que les autorités américaines préféraient longtemps ignorer. La durée moyenne de la carrière d'une prostituée dans le Far West, selon les historiens, était d'environ 5 ans. Ensuite, il y avait les maladies, principalement la syphilis et la gonorrhée, pour lesquelles on ne savait pas alors comment traiter. L'alcoolisme comme moyen de faire face à la réalité. La violence de la part des clients. Beaucoup mouraient jeunes et étaient enterrés dans des sections séparées du cimetière. Les mauvaises femmes n'avaient pas droit à une place parmi les citoyens respectables, même après leur mort. Parmi les rares exceptions se trouve l'histoire de Julia Bulett, l'une des rares femmes frontalières qui a réussi à s'échapper de ce piège, ne serait-ce qu'en partie. Travaillant à Virginia City, dans le Nevada, pendant la ruée vers l'argent, elle est devenue connue pour sa charité, aidant les malades et les blessés lors des épidémies et faisant des dons aux pompiers. Les habitants l'ont élue membre d'honneur de la caserne de pompiers, un geste sans précédent pour une femme de sa condition. Mais cela ne l'a pas protégée d'une mort violente. En 1867, elle a été tuée chez elle par un voleur. Ses funérailles ont rassemblé toute la ville. C'était l'une des rares histoires où derrière le nom de fille de saloon se cachait une personne réelle, dont on se souvenait. La violence et la mort faisaient partie intégrante de la vie dans les saloons, mais pas du tout comme cela est montré dans les films. Les célèbres fusillades des westerns, de belles duels dans la rue principale à midi, lorsque deux hommes s'affrontent dans un combat honorable, étaient dans la grande majorité des cas une invention ou une exception extrême. La plupart des meurtres dans les saloons se produisaient ivres, soudainement et sans raison. Une dispute autour des cartes, un mot lancé, une fierté blessée. On tirait dans le dos, on sortait un couteau, on profitait de la supériorité du groupe. Aucun code d'honneur n'existait. La statistique contredit le mythe d'un Ouest entièrement armé et tyran. Les historiens ayant soigneusement étudié les archives de célèbres villes comme Dodge City, Kansas ou Abilene, ont conclu que le nombre de meurtres par an dans ces endroits était relativement faible, de 1 à 15 cas par an pendant les périodes de pointe. C'est plus que dans une ville européenne moyenne de l'époque, mais bien moins que ne le suggère la légende. De plus, les autorités de la plupart des villes ont activement cherché à limiter le port d'armes. L'exigence célèbre de remettre son revolver à l'entrée de la ville était une pratique réelle et non une invention. Les propriétaires de saloons étaient généralement des entrepreneurs pragmatiques, pour qui la violence signifiait des pertes. Un client mort ne rapporte pas d'argent. Un saloon détruit nécessite des réparations. La réputation d'un établissement où des meurtres se produisent régulièrement repousse les clients solvables. C'est pourquoi de nombreux grands saloons engageaient des gardes, établissaient des règles et maintenaient des accords informels avec les marshals locaux. Les marshals et les shérifs de la frontière sont une autre image, fortement recouverte de la laque de la mythologie. Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Pat Garrett, leurs noms sont devenus des symboles de la loi dans le Far West. La réalité était plus complexe. Beaucoup d'entre eux étaient eux-mêmes issus du monde criminel ou naviguaient à sa périphérie. Hickok était un joueur professionnel. Earp, au cours de sa vie, s'est engagé dans des activités très éloignées de l'ordre public. La frontière entre la loi et l'anarchie à la frontière était extrêmement floue. Et c'est dans le saloon que cette ambiguïté se faisait sentir le plus. Car le saloon était l'endroit où tout le monde se rencontrait. À la fin du 19e siècle, le mode de vie des frontières a commencé à changer. Les chemins de fer ont relié des villes autrefois isolées au reste du pays. Des familles, des églises, des écoles et des journaux sont arrivés. Le mouvement pour la tempérance est arrivé, une puissante force sociale dirigée par des femmes qui ont vu l'alcool détruire leur famille. En 1900, il y avait plus de 300 000 établissements de boissons aux États-Unis. En 1920, le 18e amendement à la Constitution a introduit la prohibition et le saloon en tant qu'institution a cessé d'exister légalement, bien qu'il se soit en fait réincarné en bars clandestins qui se sont révélés tout aussi dangereux que leurs prédécesseurs. Que reste-t-il quand on retire le vernis de cette histoire? Il reste l'image d'un lieu qui était à la fois un symptôme et un miroir de son époque. Le saloon était plus honnête qu'on ne le pense,
non pas en termes de vertu, mais en termes de reflet de la réalité. Il montrait sans phare ce que valait le rêve d'or et de liberté, quand il n'y a rien derrière, sauf un travail épuisant, la solitude et l'absence d'avenir. Il englobait tous ceux que la civilisation avait rejetés ou n'avait pas eu le temps de protéger. Des femmes sans ressources, des hommes sans racines, des immigrants sans langue, des chercheurs sans chance. La légende de l'Ouest sauvage a été créée délibérément et assez rapidement. Dès les années 1880, le spectacle de Buffalo Bill Cody parcourait le pays et l'Europe, transformant la réalité vivante et douloureuse de la frontière en un divertissement éclatant pour le public. Au moment où Hollywood s'est emparé de ce sujet, il ne restait pratiquement plus rien de la vérité. Il restait une image, belle, simple et complètement fausse. L'histoire du saloon est importante précisément parce qu'elle cache l'histoire des gens que la légende officielle a préféré oublier. Pas des héros avec des revolvers Colt, mais des femmes mortes jeunes dans des villes oubliées. Pas des duellistes nobles, mais des mineurs ayant perdu leurs derniers sous et n'ayant pas eu la force de rentrer chez eux. Pas des vagabonds romantiques, mais ceux que l'économie impitoyable a privés de tout autre choix que de franchir la basse porte grinçante, ornée d'une façade peinte, et d'y rester pour toujours. C'est cela, la véritable histoire de l'Ouest sauvage. Pas celle que l'on raconte au cinéma. Celle que l'on peut lire dans des documents d'archives, dans des registres de décès, dans des procès-verbaux judiciaires, dans des nécrologies de journaux sans nom. L'histoire des gens qui ont vécu dans l'odeur de l'huile rance et du whisky bon marché, et que nous avons préféré transformer en un joli conte. Parce que la vérité s'est avérée trop gênante pour être retenue.